Bonjour à tous, bienvenue aux journées SQL Server. Donc merci d'être restés pour la fin de journée. Je sais que c'est difficile quand on a eu beaucoup de conférences de rester un peu plus tard. On va aujourd'hui vous présenter une session de Power BI Dev qui s'intitule Les tableaux de bord sans limite grâce à l'API REST de Power BI. On dit comme ça, c'est très vaste, mais on va vous montrer petit à petit ce qu'on a voulu dire par là. Donc, je m'appelle Joëlle Ruel, je suis consultante chez SmartView depuis le début de l'année. Je fais principalement du SharePoint et du développement .NET. Et bonsoir à tous. En effet, merci d'être là pour cette dernière session. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Ça va. Là, c'est du développement en plus, donc avoir un peu de code. Enfin, a priori, vous en avez vu déjà si vous avez fait les sessions précédentes. Donc moi, je suis Gilles Pommier, je fais partie aussi de la société SmartView. Moi, vous avez mon mail parce que je ne tweete pas. Donc, si vous voulez me joindre, ce sera sur mon mail. Et je suis MVP, donc Office 365. Et donc, à ce titre, voilà, on a décidé de présenter un sujet sur Power BI qui fait partie de l'offre Office 365. Donc bien sûr, un merci à tous les sponsors qui ont permis que la journée se passe bien et qui vous ont nourri pour la plupart. Donc voilà, on les remercie beaucoup. Alors, le programme, on a essayé de diviser ça de la manière suivante. Donc, de vous parler d'abord des API REST qu'on va trouver dans Power BI, de voir les principes d'architecture, des principes, voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Faire des démonstrations, évidemment, on a beaucoup de démonstrations. Ensuite, parler forcément d'Azure AD, de la partie authentification, parce que ça fait partie des points importants à prendre en considération quand vous allez vouloir utiliser les API REST. Et puis après, voilà, on va prendre différents scénarios dans lesquels on va consommer les données, dans lesquels on va voir différents scénarios possibles, et on terminera donc sur une partie qui s'appelle Azure Stream Analytics, donc pour voir ensuite comment pouvoir utiliser ce qu'on appelle Azure Stream Analytics pour faire des tableaux de bord qui seront affichés au final dans Power BI. Alors, donc si on reprend, alors pour Power BI en bref, je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce que j'imagine quand même que depuis ce matin ou depuis hier, vous en avez quand même beaucoup entendu parler. Donc voilà, donc on est sur l'offre BI Self-Service, BI Lite de Microsoft. Aujourd'hui qui est dans sa V2, qui nous permet d'avoir une version en fait, un service et une version en ligne pour pouvoir travailler directement. Voilà une version qui est arrivée cet été, donc, qui permet de répondre à des scénarios en fait, de ce qu'on appelle BI Lite, donc une multitude de connexions possibles, de pouvoir travailler avec différentes sources de données, de pouvoir retravailler les datas, les transformer pour pouvoir les restituer dans des reports. Donc je vais plutôt essayer de ne pas vous endormir sur ce slide-là, que je me suis permis de reprendre de mon collègue Patrick Guimonet, la société à Ballon. Pour reprendre un petit peu les points d'architecture de Power BI V2, donc on a les points centraux dont vous avez entendu parler depuis ce matin, qui sont la partie dataset, report, dashboard. La partie dataset qui permet d'être alimentée de différentes façons, soit par des sources de données ici de différents types, Azure, SQL, etc., des données on-prem, du SharePoint, de différentes façons. Ou de l'outil aussi, donc Power BI Desktop, qui permettra de pouvoir travailler sur le poste de travail et de pouvoir publier des jeux de données. Donc nous, on va se concentrer en fait sur la partie dataset, donc alimentée via développement, via les API. Ces datasets, évidemment, nous servent ensuite à bâtir des reports, différents types de reports, et ces reports pourraient être ensuite consommés dans des dashboards, donc le tout visible, évidemment, dans des dashboards Power BI. Et donc après, pourra être consommé aussi bien dans des dashboards qui seront visibles dans le navigateur, sur périphérique mobile, sur périphérique sur tablette, sur différents types de périphériques. Donc voilà, nous on va vraiment se concentrer sur comment être capable, les différentes façons de pouvoir alimenter via les API donc ces fameux datasets, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les limitations, comment on consomme ensuite pour afficher des reports et des dashboards. Et voilà un peu l'objectif de cette session. Alors là, comme ça fait beaucoup d'informations, mais bien sûr, on va vous détailler petit à petit tout ce que Gilles vient de vous montrer. C'était fait exprès, c'est un slide pour faire peur le précédent, comme ça il y a plein de choses. Tout le monde est resté, ça veut dire que ça va bien se passer. Donc moi je vais vous présenter la Power BI REST API.
Donc en fait, c'est une API qui va vous permettre d'effectuer des opérations dans Power BI. Le but principal, c'était d'ouvrir Power BI aux développeurs, évidemment, parce que on sait tous qu'on peut importer des données dans Power BI à partir de fichiers, à partir de bases de données, mais c'est vrai qu'au niveau dev, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à maintenant. Donc ça y est, on va enfin pouvoir s'attaquer à cet outil-là. Donc avec Power BI REST API, on va pouvoir faire des opérations de dataset, donc de jeux de données. On va pouvoir créer des jeux de données, on va pouvoir lister des jeux de données qui existent dans notre Power BI. On va aussi pouvoir faire des opérations de tables. Donc on va pouvoir créer des tables, lister des tables et éventuellement, c'est encore en test, mais on va pouvoir changer le schéma d'une table en cours de route si on a envie de modifier une table. On va aussi pouvoir faire des opérations de ligne. Donc par opération de ligne, j'entends ajout de ligne et suppression de ligne. Donc c'est quelque chose qui est mis à jour régulièrement. Donc pour l'instant, on peut ajouter des lignes ou supprimer toutes les lignes d'une table. Ensuite, on va pouvoir faire des opérations de groupe. Donc groupe dans Power BI, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ou qui s'en servent. C'est uniquement dans la version payante. Et les groupes, c'est ce qui, par exemple, va nous permettre de créer un groupe de personnes, un peu comme dans un AD, et de mettre des droits sur un report, sur un tableau de bord, et de choisir qui pourra modifier ces données-là et qui pourra les voir ou non, par exemple. Et enfin, une fonctionnalité qui est encore en preview, c'est les opérations de tableau de bord. Donc avec Power BI REST API, on va pouvoir bientôt, c'est encore en cours de preview, lister les tableaux de bord et lister les tuiles qu'on peut trouver dans un tableau de bord. Donc c'est sûr que là, dans un premier temps, vous allez vous dire c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces fonctionnalités? Par exemple, on va pouvoir, en temps réel, lorsqu'un utilisateur saisit une donnée dans un programme, la mettre à jour dans Power BI. Pour tout ce qui est opération de tableau de bord, on va pouvoir récupérer tous nos tableaux de bord et les réafficher dans nos programmes si on veut, sans forcément rester dans Power BI. Ça va être ce genre de données qu'on va pouvoir pousser et récupérer à partir de Power BI. Donc je vais vous parler rapidement de l'architecture. Donc vous pouvez, comme c'est une API REST, créer forcément une application, que ce soit au web, que ce soit console, dans le langage de votre choix. Donc bon, là par exemple, il y a du .NET, du jQuery, du Ruby. Et comme c'est du REST, on peut l'interroger à partir de à peu près tous les langages. Alors, ce qui est très important pour pouvoir créer une app qui va pouvoir aller interroger Power BI REST API, c'est d'inscrire votre app dans Azure Directory. Donc, je vais vous montrer ça un peu dans la démo qui suivra par la suite. Alors, Azure Active Directory, dans la slide juste après, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est tout ce qui va c'est ce qui va vous permettre d'interroger Power BI. Ça va vous fournir un jeton à partir d'un ID client. Et vous allez grâce à ça pouvoir interroger Power BI. Donc forcément, il faut avoir un Azure AD, donc il faut avoir un compte Azure au minimum, ou un compte Office 365 qui vous fournit un Azure AD. Alors ensuite, il va falloir forcément prendre en main l'API REST de Power BI. Donc il y a beaucoup de documentation, il y a pas mal d'exemples qui sont en train de sortir. C'est encore assez récent, donc ça va, je pense, avec la communauté petit à petit prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, il y a déjà quand même des exemples qui sont faciles à prendre en main. Et donc, on va pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, pousser des données, donc que ce soit dans les datasets, dans les tables ou dans les lignes. Et évidemment, ce qui est très important, c'est que c'est du real-time data update. Donc, en temps réel, vos données vont s'afficher au fur et à mesure que vous allez les pousser dans Power BI. Donc, ça, c'est quand même très pratique. Vous n'aurez pas à actualiser toujours vos tableaux de bord, par exemple, ça se fera en temps réel. Et évidemment, il faut s'inscrire au service Power BI. Donc, ce qui est important de dire, c'est que Power BI, maintenant, c'est un outil à part, là où auparavant, c'était dans Excel, par exemple. C'est une application à part, donc il y a un Power BI Desktop, un Power BI Online qu'on va vous présenter ensuite. Et c'est gratuit. Alors il y a des versions, forcément il y a des fonctionnalités payantes, mais au premier abord évidemment c'est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte gratuit et déjà commencer à jouer avec vos données. Ce qui est payant, c'est par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les groupes, donc certaines fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous ai parlé de l'Azure AD authentification il y a un instant, donc je vais vous détailler un peu plus comment ça marche. Donc on a une application cliente, donc dans mon cas, dans quelques minutes, ce sera une application console. On a ensuite l'Azure AD, donc si vous avez un compte Office 365, vous avez tous accès à un Azure AD, qui est ensuite relié à votre tenant. Et nous avons donc la Power BI REST API. Donc mon application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, avec un client ID que je vais lui avoir fourni, je vais vous montrer juste après comment on fait, elle va aller interroger Azure AD pour pouvoir récupérer un jeton. Donc auparavant, mon application aura été enregistrée dans Azure AD. C'est quelques configurations qui sont assez simples à faire. Il y a une bonne documentation sur la Power BI REST API. C'est vraiment très bien expliqué. Il vous donne tout ce qu'il faut, mais je vais vous montrer par la suite.
Ensuite, comme nous avons un jeton, nous pourrons directement avec notre application cliente faire une requête en incluant notre jeton à Power BI REST API. Et donc, il va savoir que Azure AD nous a donné le droit de nous connecter à l'API et il va nous répondre. Voilà, donc c'est très simplifié, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, vraiment, vous allez voir que c'est très facile à faire. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour vous expliquer un peu tout ça. C'est vrai que montrer sur des slides, ça a l'air assez compliqué, mais une fois qu'on voit en temps réel, vous allez voir que ça va vite. Donc, je me retrouve dans mon Azure AD. Donc, moi, j'y ai accédé par mon Office 365. Si vous avez un compte Azure, vous pouvez y accéder directement depuis Azure. Alors, je suis dans mon Azure Active Directory, donc c'est mon tenant SmartView. Donc, quand je vais dans mon tenant, je peux me rendre dans les applications. Et là, on peut voir que, bon, là, je l'ai recherché, donc elle apparaît directement. Donc, l'application que je vais vous montrer dans un instant, qui est une application console, en fait, je l'ai ajoutée dans mon Azure AD. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter une application juste en bas. Et en fait, il y a des step by step et vous êtes guidé tout le long. Et sur la documentation, on vous mettra les liens à la fin du PowerPoint. Sur la documentation Power BI, ils vous mettent vraiment étape par étape ce qu'il faut remplir. Donc, je vais vous montrer rapidement une configuration. Donc là, j'ai enregistré mon application dans Azure pour qu'il la reconnaisse et qu'il lui dise « Oui, tu as bien le droit d'aller requêter les données Power BI de ton tenant Office 365 ou d'un autre tenant, si jamais vous le configurez. » Donc dans la configuration, tout simplement, j'ai le nom de mon application. Donc l'ID client, c'est ce que je vous disais, c'est l'ID que je vais fournir à mon application, dans mon cas, mon application console, pour interroger Azure AD pour avoir un jeton. L'URI de redirection, donc ça c'est fourni par Power BI, hop, juste ici. C'est ce qui va nous permettre d'aller interroger Power BI et d'avoir un jeton. Et pour finir, en fait, on a des autorisations. Donc en fait, c'est parce que vous pouvez, pour une application, donner plusieurs autorisations. Bon, dans mon cas, je vais donner des autorisations Power BI parce que j'allais interroger Power BI. Mais si je clique sur « Ajouter une application », j'ai toutes les applications Microsoft et je peux lui donner le droit de requêter certaines applications. Je peux lui donner le droit d'aller requêter Office 365 SharePoint si je vais avoir mes contacts de SharePoint, ce genre de choses. Bon, là, j'en avais pas besoin, donc je ne l'ai pas mis. Je vais uniquement sur Power BI Service, je l'ai autorisé à lire et à écrire dans mes datasets et à voir mes user groups. Après, vous voyez qu'il y a différents niveaux de permission, donc c'est à vous de choisir ce que votre application aura le droit de faire et à quelles données elle aura accès. Donc j'ai ensuite créé une application console. Enfin, j'ai repris un exemple de Microsoft que j'ai un peu arrangé. Je ne sais pas si tout le monde voit bien à l'écran, c'est clair pour vous? Oui? Bon. Donc le client ID dont je vous parlais il y a un instant. Donc c'est le client ID que j'ai copié-collé de mon application Azure, tout simplement. Donc c'est ce qui obligatoirement va permettre à mon application d'accéder à son jeton. Toutes les URI ici sont fournies par Power BI. Donc c'est tout ce qui va nous permettre de nous connecter et d'avoir un token. Donc ce n'est pas des choses que j'ai inventées, hein, c'est des choses que très simplement vous pouvez trouver dans les tutos Microsoft. Ils vous les fournissent parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ensuite, comme je veux créer un dataset, donc le but de mon application console, ça va être de créer un dataset, de créer une table dans ce dataset, d'ajouter des données, de les supprimer pour vous montrer la mise à jour en temps réel, puis de rajouter mes données pour qu'on aille par la suite voir un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai le nom de mon dataset ici et j'ai l'ID de mon dataset. Alors tout simplement, je vais faire tourner l'application pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on détaillera un peu le code. Donc là, il me demande tout simplement de choisir le nom de mon dataset. Donc je dis que je vais l'appeler JSS. Donc là, il va m'ouvrir la mire de login, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Forcément, pour pouvoir aller chercher des données dans Power BI sur mon tenant avec Azure AD, je vais me connecter. Et si tout se passe bien, s'il accepte ma connexion, il va créer mon dataset. Voilà, donc là il me renvoie en fait la réponse que l'API lui a renvoyée, il me dit que mon dataset a bien été créé. Et par la suite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut lister tous les datasets qui sont présents dans notre Power BI. Donc là, j'avais fait quelques tests avant, donc on peut voir que j'ai tous mes datasets et en dernier le dataset que je viens de créer. Donc il me demande de sélectionner le dataset que je veux mettre à jour, donc dans mon cas je veux créer une table, donc je sélectionne mon dataset JSS. Et il va me... Hop. Voilà, donc en fait,
lorsque j'ai créé mon dataset auparavant, il m'a créé ma table directement. Je vais vous montrer le code juste après. Il m'a créé une table qui s'appelle Attendee, dans laquelle j'ai mis des personnes, comme des personnes qui assistent à une conférence. Et ici, ils me disent d'appuyer sur Entrée pour ajouter des lignes. Donc, dans Power BI, je vous montre en même temps pour vous montrer que la mise à jour des données se fait en temps réel. J'ai ouvert mon Power BI juste ici. On peut voir qu'ici, il m'a créé mon jeu de données GSS. Hop. Et si j'affiche un tableau pour voir que les lignes s'affichent en temps réel, je pense que je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir ce qui s'affiche. Hop. Si j'y arrive. Ah, j'arrive pas à zoomer. Peut-être qu'on peut changer la taille. Ah, voilà, la taille. Alors, c'est très gros, du coup. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il a ajouté... tout ça, ça a été fait par code. Hein. Il a ajouté mes lignes petit à petit. Et si je retourne sur mon application console et que il me dit « Press Enter to clear row », donc si je veux supprimer toutes les lignes de ma table, j'appuie sur Entrée. Et il n'a pas actualisé. Hop, voilà. Donc là, on peut voir que ça a supprimé toutes mes lignes. Si j'ajoute ce tableau de bord, ce dataset dans un rapport, que je vais appeler GSS. Hop. Hop. Si je rajoute mes lignes, encore une fois, si tout se passe bien, toujours pas, bon, il faut que j'appuie sur actualiser, bon, jusqu'à maintenant ça se faisait, mais... Et donc voilà, j'ai pu rajouter mes lignes. Donc c'est uniquement par code, j'ai rien touché dans Power BI. Normalement ça fonctionne bien. Alors je vais vous montrer rapidement le code pour vous montrer que c'est assez facile. Après c'est à vous de customiser le code qui vous est donné, mais au niveau des exemples, ils vous fournissent quand même des exemples qui sont assez complets. Donc dans mon get dataset, donc c'est la première action que... Non, pardon. Dans mon create dataset, c'est la première action que j'ai fait par ici. Donc tout simplement, en fait, on va faire une requête HTTP, qui va aller demander à l'API Power BI de créer un dataset. Alors, dans dataset request, tout simplement, ce qui se passe, c'est que c'est le corps de ma requête. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser à chaque fois que je vais vouloir faire une requête. C'est la même méthode que je vais utiliser à chaque fois. Et c'est tout simplement les paramètres. Hop. Et si je retourne à mon create, excusez-moi, ça fait beaucoup de défilements. Hop là. Alors, j'ai un peu de mal à retrouver mon code. Voilà, si je retourne dans mon create dataset, en fait, pour chaque action qu'on va vouloir faire dans la REST API, c'est assez facile parce qu'on a des URL, donc l'URL que vous pouvez voir ici. Donc cette URL-là permet de créer des datasets. Et ensuite, si on veut, par exemple, lister des datasets, ça sera la même URL avec juste une fin différente. Dans le cas de requêter tous mes datasets, vous voyez que l'URL est encore ici. C'est l'URL que je vais utiliser pour envoyer ma requête GET. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, pour les tables, par exemple, hop, vous envoyez une requête POST. Et l'URL qui est toujours la même au début, donc elle est fournie par Power BI, elle ne change pas, myorg. Et après, vous mettez /dataset, le dataset ID que vous allez avoir récupéré, et table, et ça va vous lister les tables. Donc c'est toujours la même chose que vous allez pouvoir réutiliser. Vous aurez juste à changer l'ID que vous aurez récupéré auparavant dans vos datasets. De la même manière, pour les rows, on a repris la même URL, on rajoute le nom de la table, et on met /row, et on va pouvoir accéder à nos rows. Et tout simplement, donc les données, comme je vais vous montrer comment j'ai ajouté les données, j'ai juste créé une liste ici, que j'ai ensuite poussée dans la requête. Donc en JSON, j'ai pris ma liste que j'avais créée, j'en ai fait du JSON, et je l'ai poussée dans la requête via Power BI REST API. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, pour information, c'est vrai qu'il y a un peu d'encapsulation de fonctions
JSON, là, Joël vous a montré un petit peu de l'utilisation simple avec des fonctions create dataset, create table, etc. Derrière, il y a un petit peu d'encapsulation en fait, de code par rapport à l'API qui est une API REST, donc on a qui est un formatage qui doit être en JSON. Donc l'encapsulation en fait, de ces fonctions se trouve dans des bibliothèques où il y a vraiment pas beaucoup de code à mettre en place. C'est des fonctions JSON. Et après, sachez que ces fonctions-là sont des fonctions qui existent quand vous allez sur le site de Power BI, de développement, de dev, vous retrouvez en fait ces encapsulations-là. Donc c'est des choses que vous pourrez directement réutiliser avec des fonctions haut niveau qui sont directement disponibles. Pas besoin de s'embêter à essayer de construire vos requêtes à la main, etc. Tout est fourni assez... L'encapsulation est déjà faite. Voilà, donc vous avez à interroger l'API en POST ou en GET avec les URL qui vous sont fournis. Voilà, on va donc retourner au diapo. Et donc je vais vous parler rapidement de... C'est bien joli, on a ajouté des données dans Power BI, mais comment les consommer? Donc on peut consommer des données dans Power BI Desktop ou dans Power BI Service, donc c'est la version online. Gilles vous montrera ça juste après dans la prochaine démo. Donc ce que je vous disais, il y a le rafraîchissement des données en temps réel. Bon, moi sur ma démo, ça ne vous a pas montré vraiment ce que je voulais, mais vous verrez si vous testez par vous-même que vraiment ça marche bien. On peut donc dans Power BI, que ce soit service, donc online ou desktop, on peut consulter des datasets, donc des jeux de données. Donc, avec un jeu de données, on peut faire plusieurs reports et plusieurs dashboards. Donc c'est ce que je vous ai montré très rapidement et que Gilles détaillera par la suite. On peut, via nos données, créer via les données qu'on a ajoutées grâce à l'API, on peut créer facilement des tuiles qu'on peut épingler dans les rapports et qu'on peut mettre à jour de manière régulière. Donc on peut aussi dans Power BI créer des rapports. Donc, forcément, la source de données d'un rapport, c'est un seul dataset. Mais avec un rapport, on peut créer plusieurs tableaux de bord. Donc ça, c'est vraiment suivant vos besoins. Évidemment, vous allez pouvoir jouer avec les tuiles et afficher les données que vous souhaitez. Et on peut donc ajouter des tableaux de bord. Je pense que par la suite, j'espère, dans l'API REST, ils vont pouvoir fournir ce genre de service de création de tableaux de bord suivant des datasets qu'on aura listés, par exemple, pour que sans avoir à aller dans Power BI, on puisse créer nos tableaux de bord. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'espère que ça viendra. Et donc, un tableau de bord est composé d'un report et d'un ou plusieurs reports et d'un ou plusieurs datasets. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Gilles pour la suite. Ok, donc les différents scénarios possibles. Alors après, il faudrait essayer de switcher de PC, si possible. Ah. Ok. Merci. Oh, c'est cool. Ok, donc les différents scénarios possibles en fait, parce que la question qu'on s'est posée évidemment en montant cette session, et puisque nous on est vraiment orienté plus développeur, c'est d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vous montre là et de ne pas rester juste en mode je suis développeur donc je vais développer, mais d'essayer de comprendre en fait à quoi correspondent en fait ces solutions d'utilisation d'API REST, dans quel cas vous allez pouvoir les utiliser. En fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez la totale maîtrise de la façon dont vous allez propulser l'information dans des jeux de données, dans des datasets. Évidemment, avec Power BI à la base, vous avez, je ne sais pas, 30, 35, 40 différentes sources de données possibles. Donc vous pouvez très bien consommer de la donnée diverses et variées, et en plus sans développement, ce qui était quand même l'objectif de Power BI. Là, en fait, en ouvrant ces possibilités de pouvoir interroger, envoyer des données dans des datasets par développement, ça permet en fait d'envisager tous les scénarios possibles, des scénarios les plus complexes, les plus customisés possibles, pour pouvoir répondre à tous les cas de figure de ce que vous voulez mettre en place. Donc on est sur quelque chose qui est complémentaire. Il est clair qu'on ne va pas réinventer avec du développement, avec les API REST, on ne va pas réinventer des choses que l'on peut faire nativement avec Power BI. En plus, la problématique, comme vous l'a dit Joël, rapidement, parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est comme ça. On sent très bien qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont encore trop limitées par rapport à ces manipulations d'API REST.
sur la suppression de lignes, des choses qui peuvent paraître super simples en disant je crée un dataset avec des tables, je mets des lignes dedans et je les supprime. Mais malgré tout, on ne peut pas mettre en place voilà, un modèle relationnel avec des choses compliquées. On reste sur des choses qui restent encore relativement simples. Maintenant, l'intérêt quand même, c'est qu'on peut aller y propulser des quantités de données importantes. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est ces capacités d'avoir des scénarios complètement customisés, qui vont nous permettre de pouvoir répondre à je vais attaquer ma base de données, je vais attaquer un service interne, je ne sais pas, qui est sur du file system, et j'alimente moi-même avec du développement un dataset ou plusieurs datasets pour ça. Évidemment, il vous faut des développeurs pour ça. Si vous n'avez pas de développeurs, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est là où on est sur quelque chose qui est complémentaire par rapport à ce qu'on sait faire avec Power BI, dont l'objectif c'est d'avoir des choses natives et directement utilisables. Là, on est dans de l'extension en tenant compte des capacités de ce qu'on va devoir faire, c'est-à-dire des capacités à être développeur pour pouvoir le faire. Ensuite, donc, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en termes de chargement de données, on est pareil, on n'a pas de limite en termes de ce qu'on imagine, de ce qu'on veut concevoir. On est sur, alors bon, après, il faut voir des choses réalistes et pas faire n'importe quoi, mais là, on est sur des choses sur lesquelles on a vraiment la maîtrise de ce qu'on veut mettre en place, avec différentes sources de données diverses et variées, on peut prendre, je sais pas, de 10, 15, 20 sources de données différentes, avec du développement et les envoyer dans un ou plusieurs datasets. Ces datasets serviront à alimenter des dashboards ensuite. Donc on a vraiment la maîtrise de la façon dont on va charger des datas, charger des données, les mettre dans des datasets et les consommer par la suite. Et l'aspect temps réel ensuite, d'avoir des tableaux de bord qui vont afficher en temps réel en fait les résultats de ce qui est alimenté dans mes datasets, c'est là où on a des scénarios qui deviennent vraiment intéressants. Donc là, je vais vous passer en fait à une démonstration. Alors, je ne suis pas du tout certain que cette démonstration soit intelligente, et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, voilà, c'était un petit exercice que j'avais envie de faire. Mais le problème de cet exercice-là, c'est qu'il me demande en fait d'avoir un micro. Et j'ai peur et du Larsen, et j'ai peur de différentes choses. Maintenant, j'ai un backup avec une vidéo au pire, si jamais j'arrive pas à mes fins. Mais j'aimerais pas en arriver là. Alors, le scénario en fait que moi j'ai imaginé pour essayer d'étayer un petit peu quelque chose d'intéressant et d'exploiter en fait les capacités du dashboard, c'est en fait d'essayer d'exploiter des capacités de reconnaissance vocale en fait natives de Windows et de se dire à partir du moment où on peut commander en fait un Windows avec la voix, de profiter de ça pour pouvoir alimenter de l'information et le consommer après dans du tableau de bord. Donc en fait, le scénario en fait, c'est le suivant. Alors, j'ai repris des choses qui étaient en exemple précédent, entre autres ici le client ID est évidemment exactement le même que celui que vous avez dans l'application de Joël, parce que voilà, j'ai autant réutilisé la même chose. Alors ça aussi, je veux juste souligner ça aussi quand même, qui est un point important pour ceux qui ne sont pas forcément développeurs et qui s'aperçoivent qu'en faisant ça, il va falloir mettre les mains dans Azure, dans Office 365, dans la partie Power BI. Ce que vous avez vu tout à l'heure par rapport à la mise en place de l'enregistrement dans Azure, sachez que vous avez à le faire quel que soit le type d'application que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire, dès que vous avez une application tierce qui doit accéder à des données dans Office 365, vous n'avez pas d'autre salut que d'aller l'enregistrer dans Azure. Donc après, la méthode qui a été montrée là, ce n'est pas une méthode propre à Power BI, c'est une méthode dont on a besoin pour enregistrer une application qui va aller consommer et dialoguer avec la partie Power BI, mais l'opération dans Azure est obligatoire. Donc après, c'est juste une méthode à suivre, mais il faut vraiment comprendre à quoi ça sert et le faire. C'est très bien détaillé, vraiment. Dans la documentation, vous avez tout ce qu'il faut, même si vous n'êtes pas développeur, même si vous n'êtes pas technique forcément de base, vous avez vraiment tout étape par étape. C'est très clair. Donc là, moi, dans mon cas, alors si je reviens ici sur mon Power BI ici, donc là, j'ai un Power BI avec des datasets ici, enfin, pas mes datasets puisque c'est moi qui vais les créer. Donc, moi, l'objectif, en fait, ça va être, là, je vais avoir un dataset ici qui va s'appeler DemoJSS. Ensuite, dans ce dataset, je vais aller d'abord le créer.
le créer, récupérer ici son identifiant, et c'est après en fait où c'est là où j'ai introduit en fait ma reconnaissance vocale. Alors ma reconnaissance vocale en fait c'est pas très compliqué non plus, c'est pour ça que ça m'a amusé. L'idée c'est la suivante, c'est j'ai la possibilité en fait d'avoir un objet reconnaissance vocale sur lequel je vais pouvoir mettre ce que je veux, c'est-à-dire là j'ai construit une sorte de dictionnaire avec des noms de villes, et par rapport à ces dictionnaires en fait il suffit de créer ce qu'on appelle une grammaire, et lui en fait comprend que ce sera des mots qui seront à reconnaître. Donc vous voyez après, bon, ok, on s'éloigne complètement du sujet par rapport à Power BI. Là, c'est juste pour vous dire, je prends une source d'information bizarroïde, autre. Bon, après, voilà, je ne sais pas d'où sort cette idée d'ailleurs, mais donc une source d'information, voilà, sachez juste que quand on va vouloir faire ce genre de choses et manipuler la connaissance vocale, c'est des choses qui sont relativement simples aujourd'hui en termes de développement. Et ensuite, à la fin, dans ce qui se passe par rapport à une application, donc une application Windows Form, je vais avoir ici un événement ici, donc, qui se présente de la façon suivante. Donc un événement qui va enregistrer en fait mon activité donc, sur le fait que je parle, je dis quelque chose, et avoir ici un bout de code ici qui est présent, qui va me permettre de pouvoir, alors d'un côté, afficher le résultat, et d'un autre côté, vous voyez ici, ajouter en fait des lignes, donc des lignes dans mon dataset. Voilà un petit peu l'idée du truc. Donc ça, c'est la théorie. Après, on va essayer de passer à la pratique, et c'est là où ça va peut-être devenir rigolo. Donc, c'est la même démo en fait, que j'ai fait tout à l'heure ici. Donc, je vous remets juste ici l'idée. Alors, là, en fait, je ne sais même pas si on ne peut pas mettre le son ici. Donc là, en fait, ce que je vous avais fait, c'est... alors, je vous enlève ça ici, comme ça. Est-ce qu'on peut enlever ça ? Voilà, là, le graphique que je vous avais fait ici, donc ce que je vous ai fait, c'est tout à l'heure, je vous l'ai mis ici j'ai enregistré et je l'ai mis ici sur le dashboard. Et l'idée, c'est quand je lance mon application ici, évidemment que je lui donne du texte, automatiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que aussi bien ma carte que mon petit camembert ici va se rafraîchir de manière automatique. Donc là, l'objectif, en fait, c'est d'avoir d'un côté donc le point d'entrée qui va être mon application qui va reconnaître ici différentes villes, dans mon cas de figure, et d'alimenter le tableau de bord et avoir un rafraîchissement automatique. Vous voyez, donc là, le but en fait, de ce que vous avez en bas, c'est de pouvoir compter le nombre d'occurrences, le nombre de fois où je dis Paris, le nombre de fois où je dis Montpellier, etc., etc. Et donc là, vous avez quelque chose en fait, qui se passe vraiment en temps réel. Donc là, parce que je redoutais évidemment cet effet démo, on ne va pas aller plus loin, mais après, je peux vous donner et le code qui fait ça et la mise en œuvre de ça. Mais la reconnaissance vocale, en fait, va me permettre juste de donner le point d'entrée pour pouvoir ensuite, donc là, je vous reprends le code qui est là. Ensuite, dans mon code, ce que ça fait, c'est une fois qu'il a son événement ici, qui reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'est dit, à ce moment-là, il passe dans cette partie de code où il va d'abord ajouter le nom de ma ville ici dans ma forme pour vérifier que ça s'est bien affiché. Et après, donc, ajouter ma ligne. Donc l'ajout de ligne, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'a fait Joël tout à l'heure, sauf que là, évidemment, c'est un peu plus dynamique, c'est-à-dire je lui passe ici le nom de la ville. Et à partir du moment où je lui passe le nom de la ville, il va enregistrer une nouvelle occurrence dans mon dataset ici. Donc là, si je reviens ici sur mon dataset et que j'affiche ici les villes, par exemple, ici, et que j'affiche ça... alors... ok. Ça comme ça. J'arrive pas à voir le graphique que je veux, bon, c'est pas grave. En fait, d'avoir en fait les différentes villes qui vont s'afficher. Ah. Ouais, sauf que moi, c'est pas le count que je voulais, c'était le nombre de villes, mais c'est pas grave. Donc, d'avoir en fait automatiquement les valeurs, en fait, le nombre d'occurrences que j'aurais spécifié, que j'aurais dicté en fait au microphone.
Ok, donc ça c'était pour alors voilà un scénario évidemment. Alors vous allez me dire assez improbable, mais après on s'en fiche. On est sur une session ici où j'essaie de vous montrer des choses, où j'essaie de vous donner des idées. Là l'idée évidemment c'est d'avoir un point d'entrée dans la connaissance vocale qui me permet d'alimenter un dataset. Ça très clairement je ne pourrais pas le faire nativement avec du Power BI. Donc là fatalement je vais le faire en développement. Et vous voyez en fait que la quantité de code pour produire ces choses-là, ce n'est quand même pas énorme. Donc on va avoir quelque chose qui est quand même simple à mettre en place avec automatiquement l'alimentation ensuite de mon dataset. Ok, alors on continue. Ensuite, alors l'autre façon de pouvoir alimenter des tableaux de bord si on n'utilise pas les API REST, ça va être en fait de passer par l'Azure Stream Analytics. Ah oui. Azure Stream Analytics, donc l'objectif en fait c'est d'avoir d'utiliser Azure. Donc Azure Stream Analytics c'est un service Azure. Ce service Azure en fait nous permet d'avoir un service de calcul de flux de données, d'informations en temps réel. Et donc l'intérêt au final ça va être lié à Power BI de pouvoir mettre à jour des tableaux de bord en temps réel. Donc comment ça fonctionne en fait? Ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez en amont toutes différentes sources d'informations que vous allez avoir à votre disposition. Ça pourra être aussi bien un applicatif qui va envoyer de l'information en masse, donc là dans un de mes services Azure, je vous montrerai après comment c'est configuré. Ça pourra très bien aussi après être utilisé pour récupérer de l'information par rapport à des capteurs de sensoriel, météo, ce que vous voulez. Donc d'imaginer en fait des scénarios à partir d'événements en fait qui seront produits et qui me permettront d'être des sources d'informations que je vais vouloir consommer et afficher à la fin dans des dashboards. Donc la façon en fait, alors Stream Analytics en fait fonctionne pas, donc c'est un service Azure qui ne va pas fonctionner tout seul. Il va avoir besoin en fait d'un autre module d'Azure qu'on appelle le Event Hub ici, donc qui me permet en fait d'avoir le Event Hub en fait c'est un point d'entrée avec une chaîne de connexion. Donc, alors, ce n'est pas une chaîne de connexion type base de données, comme vous avez l'habitude, ce sera plutôt une chaîne de connexion qui sera HTTP quelque chose, et qui me permettra de pouvoir adresser, en fait, ce bus d'événements, et de pouvoir... Alors, l'intérêt de passer par là, c'est que cet élément-là, en fait, l'Event Hub, c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir avoir des centaines de milliers de requêtes qui peuvent m'arriver dessus. Et lui, il sait le gérer, ça. Donc là, on est dans quelque chose qui va être capable d'ingurgiter toute une masse en fait, d'informations et de pouvoir ensuite les passer au service qui est le Stream Analytics. Ce service Stream Analytics a pour objectif de pouvoir retravailler ces données. C'est-à-dire, imaginez qu'en amont, j'ai des données qui me proviennent en masse avec des fichiers clients, des fichiers d'information, ou des fichiers de commandes qui me sont envoyés en temps réel. Et moi, j'ai besoin d'avoir uniquement quelques informations, c'est-à-dire le nom du client, le prix de la commande, les articles, et le reste, je m'en fiche. Et bien, la partie Stream Analytics va me permettre de pouvoir uniquement filtrer pour récupérer uniquement ce qui m'intéresse. Et donc, c'est un service qui va me permettre de dire je veux uniquement ces informations-là et pas autre chose. Et une fois qu'on a ça, Stream Analytics va avoir un point de sortie. C'est-à-dire, à partir du point de sortie, on pourra décider de dire tiens, je veux alimenter une base de données, je veux alimenter une source diverses et variées, et j'ai évidemment la possibilité d'alimenter un dataset Power BI, d'envoyer vers Power BI pour le consommer ensuite dans des dashboards. Alors, la configuration, encore une fois, nécessite une connaissance quand même non négligeable, je dirais, de tout ce qui va se passer dans Azure, puisque au départ, c'est un service Azure, et la partie Power BI, c'est juste le résultat final. Donc, ça va vous demander forcément de rentrer un peu dans Azure pour pouvoir le configurer, le paramétrer, mais après, ce n'est que du paramétrage. Il n'y a pas de développement à mettre en place, ou en tout cas peu, c'est-à-dire le seul développement qu'on va devoir avoir, ça va être en amont de lui expliquer comment adresser ici mon Event Hub. Donc pour ça, on va passer à la démo suivante. Donc pour la démo suivante, en fait, ce que j'ai une petite application ici. Donc, alors cette application, on pourra vous donner les références, vous pouvez trouver les sources ici sur Internet. C'est une application en fait, qui me permet de pouvoir alimenter en données
donc justement mon hub, mon event hub. Donc ça, la seule chose dont cette application a besoin, ça va être d'avoir ce qu'on appelle ici la chaîne de connexion. Donc là, vous voyez qu'en fait, la chaîne de connexion, donc le endpoint ici, ressemble à quelque chose comme ça, ici. Donc je vais devoir donner à mon application cliente, ou toute application qui veut adresser mon event hub, de lui dire, bah, la chaîne de connexion, c'est celle-là. Et voilà ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir adresser, en fait, m'adresser des informations. Une fois que j'ai ça, donc là, alors je vais aller dans Azure ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc dans Azure ici, j'ai alors deux parties ici. J'ai une partie ici service bus. On va commencer d'abord par là. Donc d'abord ici, j'ai une partie service bus ici que je vais configurer ici. Et dans la configuration, le plus important ici, ça va être la partie Event Hub ici que je vais devoir configurer. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond au niveau de la configuration. Donc là, au niveau de la configuration, je vais avoir ici quelques éléments ici de configuration, de règles de sécurité, de clés ici qui me sont générées pour pouvoir adresser justement mon hub. Donc là, c'est le hub en fait qui sera adressé de cette manière-là. Et donc si je reviens ici sur la définition ici de mon hub, là, donc là il est configuré et je chope en fait les informations, ces fameuses informations de connexion à cet endroit-là. Et donc là, il vous dit, bah, ce hub est accessible via, alors là, vous ne voyez pas bien parce que c'est tout petit, ce hub, en fait, est accessible via ce point d'entrée, là, ce endpoint-là, ici. C'est la seule information dont tu as besoin pour pouvoir dialoguer. Yes. D'accord. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai configuré ici ce service bus, donc là, je vais passer à la deuxième partie, donc c'est la partie Stream Analytics. Donc cette partie ici, Stream Analytics, alors je vais la démarrer en espérant qu'il me montre... je vais la démarrer. Et ce que je vais faire aussi à côté, c'est que je vais commencer ici à lancer mon application donc, qui alimente en data. Donc là, en fait, c'est une application qui va alimenter des données de type commande, des données de type bancaire. Et elle va se dérouler pendant 2 heures, ce qui devrait nous laisser assez de temps. Voilà, donc elle me donne ici différentes informations avec des noms de pays, etc. Donc là, j'ai l'application cliente qui m'envoie des informations sur mon service hub. Et de l'autre côté, je vais avoir ici donc, ma partie Stream Analytics. Donc là, j'ai un job ici. Alors le temps qui démarre, je vais vous montrer comment il est configuré. Donc le temps qui démarre, en fait, alors vous avez toute une partie ici qui va me permettre de pouvoir monitorer en fait ce qui va se passer par rapport à mon job Stream Analytics. Et donc la configuration va se faire de la manière suivante. Je vais avoir ici dans la partie Input, ici, ben, c'est là où je vais devoir lui dire où est-ce que tu vas choper ton information, et lui il va choper son information à partir d'une source qui est de type Event Hub, évidemment, celle que j'ai configurée tout à l'heure, celle que j'ai configurée au-dessus. Donc à partir de là, ce que lui a besoin de savoir, c'est okay, quel va être le nom ici de ton hub. Donc là, si vous avez été attentif, vous devez voir ici que l'Event Hub ici, c'est celui que j'ai créé au-dessus. Et à partir de là, bah, lui, ça va être son point d'entrée ici pour dire bah, en entrée, je prends ce stream de données ici. Alors ça, c'est l'entrée. Ensuite, justement, alors si je reprends juste mon slide 2 secondes, je vous ai dit, vous avez ici une partie transformation qui est possible. Dans cette partie transformation, en fait, va se faire dans la partie query. Dans cette partie query, en fait, là, je vais avoir la possibilité. Alors, oui, on a bien affaire à quelque chose qui ressemble à la requête SQL, mais évidemment, c'est juste le formalisme qui a été repris. Là, l'idée, c'est de dire, bah, par rapport à mes données qui sont en entrée, je vais juste ici récupérer quelques informations avec une jointure, avec une date de différence, etc., etc. En fait, je remanipule les données qui m'arrivent en entrée, à la volée. OK ? Donc ça, évidemment, on ne peut pas l'inventer. La façon dont on le fait, c'est qu'on va généralement partir d'un select étoile from, et là, je lui donne ici le nom de mon stream. Il me renvoie les colonnes disponibles, et une fois que j'ai mes colonnes, bah là, je retravaille ici pour faire une requête qui a un sens par rapport à ce que je veux. J'ai toujours un moyen ici de tester ici pour être capable de savoir si la requête ici fonctionne. Et pour pouvoir le tester, en fait, il prend un jeu de données, parce qu'on est toujours en JSON derrière, donc il prend un jeu de données de JSON ici pour pouvoir dire, bah, me renvoyer un résultat par rapport à ce que je lui demande ici. Et sachez que pour avoir un exemple ici de ce qu'on a quand on prend ces données, eh ben, on a un petit bouton ici en bas. Non, tant pis, c'est pas grave. On a un petit bouton en bas ici qui me permet d'avoir un exemple de données. Donc là, il me fournit en fait un exemple de données en temps réel de ce qu'il récupère en input.
et je peux le sauvegarder au format JSON sur mon poste de travail. Une fois que j'ai ça, je vais configurer ensuite, donc là j'ai l'entrée, là j'ai la requête ici au milieu de transformation, et ensuite je vais voir le output ici. Donc là le output, c'est un output de type Power BI, ici. Donc là le résultat, en fait, je l'envoie vers Power BI. Alors là, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je peux vous montrer facilement? Oui, je peux très bien. Non, pardon. Non, je voulais... oui, non, je peux pas l'éditer. J'aurais voulu vous montrer, en fait, vous avez la possibilité en fait, d'avoir différents types de sorties, différents types d'output. Et donc là, moi, j'ai choisi un output de type Power BI. Alors, une fois que j'ai configuré tout ça, que mon service ici est en route, que j'ai vérifié que mon service ici est en train de tourner, si je retourne ici dans la partie Power BI et dans mon dashboard, là, normalement, donc, alors c'est très simple, hein, j'ai juste fait sous forme de tableau, mais si tout va bien, je dois normalement voir que mes données sont en train de s'alimenter. Alors, je vous montre quand même l'aspect. Bon, en effet, si on fait un refresh ici de mes data, vous voyez que mes data ici augmentent. Alors, j'ai deux graphiques ici qui sont différents, qui permettent de voir deux façons de voir différemment mes données. Donc après, ouais, c'est un peu perturbant parce que normalement, il devrait mettre à jour cette partie-là aussi. Mais il ne veut pas. Donc on va le laisser tranquille pour l'instant. Okay, donc, mais l'objectif, en fait, c'était vraiment déjà de vous montrer donc ces possibilités de pouvoir avoir un mécanisme en fait, qui va prendre ici en entrée des données qui proviennent d'une application ici cliente, qui m'envoie des données en fait, à Azure, d'avoir dans Azure en fait, un service qui est juste configuré et qui me permet de pouvoir prendre les données, de les retravailler avec une requête si je le souhaite, pour changer des colonnes, pour changer les informations, et ensuite de le recracher vers Power BI, sachant que vous pouvez le recracher vers autre chose, vers une base de données, vers d'autres trucs. Là, moi, j'ai décidé de le mettre dans un report ici Power BI. Alors, quelques limitations en fait, qu'on a pu noter par rapport à justement l'utilisation de ces API REST et de ces mécanismes-là. Donc, vous avez en fait ici un lien vers un article de Microsoft qui vous donne en fait des limitations qui sont liées aujourd'hui à l'utilisation de ces API, sachant que c'est des choses qui évoluent. On vous l'a dit depuis hier, hein, la partie Power BI est une partie qui évolue tous les mois. Donc sachez que vous avez des évolutions aussi bien en termes de fonctionnalités, en termes aussi tarifaires, en termes des différents modules disponibles qui évoluent. Donc là, alors l'article ici fait référence. Donc nous, on a juste ici mis quelques limitations qu'on avait notées. Donc là, vous voyez, vous avez des limitations en termes de requête post, par ajout de ligne ici. Vous avez des limitations par rapport au dataset, sachant que vous avez quand même des limitations qui sont avec des valeurs qui sont assez importantes. Donc vous avez quand même beaucoup de possibilités, mais tenez compte quand même de ces limitations-là, donc aussi des limitations par rapport à l'offre ici. Donc suivant si c'est une offre gratuite ou suivant si c'est une offre payante, vous n'aurez pas les mêmes limitations. Okay, donc là, on vous propose plutôt d'aller sur cet article-là pour vraiment creuser. Alors, en plus de ces limitations-là, qui sont des limitations en termes de quantité d'informations, notez aussi ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des limitations en termes aujourd'hui de possibilités de manipulation. L'API REST nous permet de faire des choses qui sont essentielles, créer des jeux de données, créer des tables, créer des datas, supprimer des datas. Maintenant, on est quand même sur des choses qui sont encore trop pauvres si vous voulez faire des scénarios complexes. Donc nous, on voit ça par rapport à des scénarios qui vont être plutôt je veux créer des flux, des datasets sur lesquels je vais alimenter avec un tas d'informations, donc d'ajout de données. Là, c'est des scénarios qui fonctionnent très bien. D'avoir par exemple, je sais pas, des capteurs qui vont envoyer l'information dans un dataset et qui ajoutent des données. Là, dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui est bien. Maintenant, si on est sur un modèle de dataset qui se veut complexe, eh bien, vous aurez forcément des limitations en termes d'implémentation. Donc, ou si vous avez des choses qui doivent être rafraîchies toute la nuit ou des choses comme ça, sachez que vous allez tomber sur des choses qui vont être, peut-être que les scénarios ne seront pas réalisables. En l'état, en tout cas. Pour l'instant, oui. Parce que je pense que ça va évoluer très vite, et notamment au niveau de l'offre. Je pense que pour l'instant, c'est la partie gratuite, à part juste pour la dernière partie qui est partie payante. Mais je pense que petit à petit, ils vont développer, au niveau des volumes de données, différentes offres qui vont vous permettre, par exemple, si on veut faire, comme le programme qu'a fait Gilles, quelque chose qui tourne tout le temps et qu'on veut alimenter en temps réel, je pense qu'ils vont permettre aux gens petit à petit de pouvoir faire ça. Alors vous voyez que Gilles n'arrive pas à croire que ça ne s'est toujours pas actualisé.
en temps réel. Il veut y croire jusqu'à la fin. Ah si, ça a bougé là. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Ouais, ça a bougé. Ouais, ça bouge. Ça, je crois qu'ils veulent te faire plaisir. Parce que Non, ça bouge. Non, ça bouge. Ça bouge. Ouais, ok, ça bouge. Ok, on est d'accord. Voilà. C'est bon. Bon. Les tableaux de bord se mettent à jour en temps réel. Vous pourrez le dire, vous l'avez vu. Donc le mot de la fin. Alors, au niveau de Power BI et REST API, il y a beaucoup de documentation et d'exemples. Par exemple, ce premier site là qu'on vous montre, vous y avez accès par le site de Microsoft. Donc Aurélien l'a montré dans sa session tout à l'heure avec William. En fait, ça nous permet de tester les API en temps réel, quoi. Si vous n'avez pas envie forcément de faire du code, vous pouvez aller, donc on ne voit pas très bien, mais ils vous permettent, je ne sais pas si... Hop là, voilà. Donc il y a les références, vous pouvez aller taper dans les dashboards, les datasets ou les groupes, et c'est lui qui va s'occuper de faire les requêtes et de les envoyer. Vous verrez ce que ça vous renvoie, et si vous voulez, après, vous pourrez coder. Mais c'est une manière plus facile d'interroger l'API pour voir comment elle peut vous servir. C'est un peu le même principe que JS Fidel pour ceux qui font du développement JS, par exemple. Ça vous permet de tester en temps réel. Et il y a aussi une grande parole qui est donnée aux utilisateurs, donc on vous mettra le lien. En fait, vous pouvez, sur le Microsoft Power BI Support, vous pouvez donner vos idées. Par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas implémenté qui pourrait être très utile. C'est le fait de pouvoir créer plusieurs tables dans un dataset. C'est le fait de pouvoir modifier une table une fois qu'elle est créée. Ils sont en train de le mettre en place, mais ce n'est pas encore fait. Donc tous les utilisateurs peuvent se connecter. Vous n'avez pas besoin de vous loguer ni quoi que ce soit. Vous pouvez mettre votre idée et les gens vont voter dessus. Et celle qui a le plus de votes, ce sera la prochaine implémentée. Donc voilà, je trouve ça très bien et très important qu'ils le fassent parce qu'au final, quand vous avez un besoin, là, vous pouvez l'exprimer facilement et surtout, vous pouvez voir que c'est pris en compte puisqu'au fur et à mesure, les fonctionnalités sont ajoutées. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui est à suivre, qui est encore tout jeune, tout récent, mais qui évolue vite. Donc au niveau développement, je pense que c'est assez prometteur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Bon. Ah oui, n'oubliez pas de nous évaluer. Je ne sais pas si on vous l'a beaucoup dit, mais... Évaluer la session, si? Oui, enfin la session, nous, enfin l'ensemble. Okay. Voilà, et bien merci pour votre attention, merci aux volontaires. Je ne sais pas si on les a beaucoup remerciés aujourd'hui, c'est tous les petits bonhommes en orange que vous avez vus durant tout l'événement. Et merci à vous d'avoir pris le temps de venir partager cette session avec nous. Si vous avez des questions, on est disponible, n'hésitez pas. Vous êtes libre, merci.